Pardon, bonjour à tous. Donc à ce stade, rentrons dans un certain nombre de détails pratiques, comment on va fonctionner. Donc on va fonctionner d'ici 17h30, 17h45 de la façon suivante. Pierre-Henri Grenier qui va présenter chaque étape de l'arbre de décision qu'il a élaboré avec notre groupe de travail, donc le groupe qui vient d'être présenté par Jean Bornarel et puis tout un ensemble de gens qui sont intervenus durant l'année 2015 en particulier. Donc, et au fur et à mesure, donc, sur cet arbre de décision, on va faire deux choses. On va faire regarder un peu quels sont les éléments importants pour qu'on comprenne la situation. Et puis, on va faire intervenir des spécialistes ponctuellement à tous les stades de cet arbre de décision. L'objectif étant chaque fois d'introduire le débat. Donc on est ensemble, si tout va bien, pour en gros 3 heures, 3 heures et quart. On fera une petite pause, je vous rassure. L'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, vous puissiez poser des questions. Je vous remercie néanmoins de poser des questions une fois que Pierre-Henri Grenier aura présenté l'étape de l'arbre de décision, pour ne pas poser des questions sur des choses qui vont être dites immédiatement, ou dans des cas où vous attendez des précisions qui pourraient être données par l'intervenant lorsque l'intervenant parlait. Donc voilà, mais enfin bon, peu importe, c'est du calage entre nous. L'important en tout cas, c'est qu'on soit dans une réunion de débat avec des informations données et puis des discussions engagées pour que ce soit en effet avancé ce sujet. Alors, quelques éléments également, tout est enregistré et filmé. Je rassure ceux qui ne voudraient pas être sur le film, on fera les choses comme il faut, on demandera à ceux qui apparaissent sur le film s'ils veulent bien apparaître. Voilà. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un film, d'autant plus que cette vidéo de l'après-midi sera installée sur le site de la UEG et ça permettra à des gens qui n'ont pas pu venir de savoir ce qui s'est dit. Et on espère que ça va permettre une diffusion large de tous ces travaux. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc j'essaierai d'animer le débat quand il y aura débat, bien sûr. Et puis, deuxièmement, j'ai la lourde charge d'essayer de m'assurer qu'on respecte un timing pour qu'effectivement, à la fois il y ait débat et à la fois chaque intervenant ait le temps de parole nécessaire pour exprimer les idées clés qu'il veut faire passer. Donc je laisse la parole à Pierre-Henri Grenier qui attaque directement sur l'arbre de décision. Bonjour à tous. Alors, je pense que enfin, j'aurais tout dit hein, sur le questionnement initial quand on avait entamé les travaux. La réflexion, c'est de dire la rénovation énergétique, ça semble aller de soi que c'est d'une part nécessaire hein, dans le cadre de la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, que c'est les travaux de l'ADEME qui ont montré que parmi toutes les actions qui étaient les plus efficaces à court terme, c'est celle-là qui était la plus efficace, c'était la rénovation énergétique. On voit aussi que derrière, il y a une activité potentielle de travail pour l'ensemble des artisans de la région, parce qu'en plus c'est une activité qui n'est pas délocalisable, donc c'est une activité qui est vraiment susceptible d'ancrer de la richesse localement. Hein, que pour les propriétaires, c'est aussi une capacité d'avoir un patrimoine qui se valorise, parce que qui est mis au niveau. Donc, a priori, tous les différents intervenants, acteurs, ont des intérêts alignés pour que ça se passe bien, que ça avance. Et puis quand on fait le bilan moi je me présente, je suis de la Banque Populaire des Alpes, donc la Banque Populaire, on voit bien ce qui se passe, les financements qu'on accorde, le pourquoi, on a une bonne vision un peu sur l'activité régionale. Bon, on s'aperçoit qu'on fait très peu de près pour la rénovation énergétique, parce qu'il y a très peu de rénovation énergétique, et ce qui normalement devrait être un engouement généralisé, finalement ça avance pas vite. Donc voilà, intuitivement on se pensait que tout le monde avait y gagné, et puis on s'aperçoit que c'est pas le cas, ça traîne. Et on se dit mais pourquoi? Et donc c'était le gros questionnement qu'on s'est posé, pourquoi ça ne fonctionne pas aussi vite que ça devrait ou que ça pourrait le faire? Et donc ça c'est toute la vertu de la UEG, c'est que ça permet
de faire se rencontrer les gens qui ne seraient pas rencontrés autrement, des gens de profils différents, et puis de se poser des questions, essayer de trouver des réponses, et puis, le cas échéant, même proposer des solutions. Donc on a travaillé depuis 2 ans sur la question, avec les groupes de travail, à intervalles réguliers, donc on a entendu des acteurs de profils différents, et puis on a essayé de commencer à comprendre, d'élaborer cet arbre de décision d'une rénovation énergétique réussie. On a dit, on va faire une approche plutôt process, du désir individuel d'entreprendre les travaux jusqu'à l'usage dans la copropriété une fois qu'elle est rénovée. Et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui était un frein ou un levier dans ce type dans l'ensemble des éléments du process. Donc là, je vais vous présenter, c'est un peu la conclusion de nos travaux collectifs qu'on a fait. Donc c'est un arbre de décision qu'on a établi collectivement à partir de nos travaux depuis 2 ans. Et puis après, donc, tout l'intérêt, c'est ensuite d'avoir les commentaires d'un acteur éclairé sur chacun de ces thèmes. Et puis, à la suite de cet éclairage, qu'on puisse avoir des échanges et que chacun puisse poser les questions, apporter des compléments, donner son point de vue, de manière à ce qu'on n'est pas très nombreux, que ça puisse être quand même une réunion d'échange. Et si à l'arrivée, on arrive à pouvoir identifier des solutions pragmatiques, tant mieux. Parce que je crois qu'on est tous ici dans une idée que si on pouvait participer à une accélération de ces travaux de rénovation énergétique, tout le monde se porterait mieux. Et que donc c'est un peu l'objet aussi de cette réunion, c'est de repartir avec des questions, des réponses, et puis éventuellement des propositions. Voilà. Donc si on regarde les grands process qu'on a identifiés, et qu'on va passer les uns après les autres, le premier process, c'est le désir individuel d'entreprendre les travaux. En quoi, moi, en tant que copropriétaire, j'ai envie de me lancer dans ces travaux-là. Ensuite, on sait bien qu'en copropriété, par définition, on n'est pas seul, que donc il y a un syndicat de copropriétaires à convaincre. Donc après, deuxième étape, comment on passe du désir individuel au désir collectif d'entreprendre des travaux. Et une fois qu'il y a ce désir collectif, comment on va à l'étape d'après, qui est le vote en assemblée générale des copropriétaires de faire les travaux. Une fois que le vote est acquis, étape suivante, l'étape on va passer, c'est l'exécution des travaux. Et puis une étape très importante en fin de course, et qui nous a été répétée par beaucoup d'intervenants qu'on a vu, c'est l'usage. Une fois que mes travaux ils sont parfaits sur le plan énergétique, si l'usage ne suit pas, il n'est pas évident que les objectifs de base soient atteints. Donc c'est le 5e élément, la 5e étape du process qu'on regardera. Donc je vais faire l'introduction de l'art de décision, et puis après je laisserai la parole aux intervenants experts sur la question. Donc première étape, première étape qu'on a étudiée, c'est de dire quels sont les acteurs concernés, les acteurs qui vont être déterminants sur l'ensemble de la chaîne. Alors il y en a peut-être d'autres, mais on a identifié copropriétaires et syndics de copropriétaires, le syndic lui-même, les plateformes locales, très important la plateforme parce que ça, je pense que Arnaud nous en parlera bien, c'est une capacité qu'on a maintenant d'avoir une insistance sur l'ensemble de la rénovation énergétique, avec des plateformes locales qui sont en train de se mettre en place. Il y a la banque, naturellement, parce qu'à un moment donné, il y a des travaux, donc il y a des questions de financement qui se posent. Et puis la maîtrise d'œuvre et les bureaux d'études. Donc c'est tous ces acteurs qui devront trouver à travailler ensemble et à aligner leurs intérêts pour que ça fonctionne. Donc première étape, c'est l'étape de la prise de conscience individuelle. Alors, ce qui nous est apparu dans le groupe de travail, la première étape, c'est que si on avait pas froid en hiver et pas trop chaud en été, il n'y a pas vraiment de désir de faire les travaux. Et qu'au-delà des questions économiques de réduire la facture d'énergie ou de réduction de gaz à effet de serre, ou de valoriser le patrimoine, le besoin de confort était essentiel. Alors,
une fois que... Et c'est une expérience moi, que j'ai vécue dans les rénovations qu'on a pu faire, on avait financé le côté de Rive, où après coup, les gens n'ont pas dit on paye moins cher en énergie, ils disent on a plus froid en hiver. Et je crois que c'est un élément sur lequel on communique souvent pas assez dans la rénovation énergétique, où on rentre d'emblée dans des calculs financiers compliqués pour mesurer le ROI des travaux, etc. Alors que le fait de savoir qu'on améliorera le confort, c'est un élément qui peut être déterminant dans le désir d'entreprendre les travaux. Et en tout cas, si on se sent déjà confortable dans son appartement, peut-être que la conscience ou la volonté, la motivation de faire les travaux sera pas au rendez-vous. Donc, besoin d'améliorer le confort. Ensuite, réduire la facture énergétique, alors avec une difficulté, parce qu'on a énormément de modèles qui circulent, et que dans tous les modèles qui circulent pour réduire la facture énergétique, il y a un élément qui va être central, c'est les hypothèses de coût de l'énergie demain. Dans lequel, effectivement, si on considère que le coût de l'énergie va faire x10 dans les années qui viennent, les travaux vont être très vite rentabilisés. Si en revanche, on voit que le coût de l'énergie il va rester relativement stable, les travaux ils vont être rentabilisés beaucoup plus tardivement. Donc une vraie ambiguïté dans ces calculs mécaniques, théoriques sur le rendement financier de la facture énergétique. Ensuite, il y a un autre élément qui peut être aussi un élément important, c'est la volonté de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui est un élément important. Si on n'a pas besoin de confort, on n'a pas envie de réduire sa facture énergétique et qu'on s'en fout de polluer la planète, c'est vrai qu'on ne va pas être très motivé pour faire les travaux. Et puis après, il y a un dernier élément qui était valoriser le patrimoine. Ça peut être aussi une motivation pour faire les travaux, sachant que là aussi, par expérience, c'est très différent selon les copropriétaires concernés, entre des jeunes ménages qui s'installent et puis qui sont là, qui ont acheté leur appartement pour y vivre et pas pour faire une plus-value ou pour un intérêt financier, par rapport à des propriétaires bailleurs ou par rapport à des propriétaires habitants et âgés qui n'ont pas forcément la même perspective. Donc là, on a des différences de motivation qui peuvent être très différentes d'une population à l'autre. Alors, voilà un peu ce qu'on avait identifié, et quand on a regardé un peu les freins leviers, c'était... alors, c'est pas très lisible, mais vous avez eu le document, je crois qu'il était en copie de l'invitation. Pour besoin d'améliorer le confort, les questions qui se posaient, c'était comment faire un bilan énergétique détaillé. Comment je peux savoir si mon appartement est dans la norme ou ne l'est pas? Comment savoir? Et ça, c'est pas évident. Et on voit qu'il y a des bilans énergétiques qui peuvent être faits. On a un bilan énergétique, c'est quelque chose qui doit être fait avec un certain niveau d'expertise, avec un certain niveau aussi de transparence, d'objectivité. Parce que ce qu'on a pu voir dans les groupes de travail, c'est que parfois il pouvait y avoir de la part des copropriétaires une suspicion que ceux qui faisaient les travaux de bilan énergétique, c'était les mêmes que ceux qui allaient faire les travaux ensuite, mais qu'il pouvait y avoir sur les conflits d'intérêts, sur une indépendance somme toute réduite. Et donc cette question de l'indépendance de la mesure. Il y a aussi, on a identifié l'ignorance du coût réel du chauffage. Et surtout cette capacité à mesurer ma facture énergétique par rapport à une norme. Comment, quand je reçois pour autant que j'ai une facture détaillée de la part de ma copropriété, que je fasse combien je touche, combien je paye exactement, comment moi je suis capable de savoir si je paye trop ou pas assez, ou si je pourrais payer moins. Donc c'est difficile aussi d'arriver, de se positionner par rapport à sa propre facture, par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc comment on peut éveiller la motivation en pouvant comparer sa facture à ce que ça pourrait être si l'immeuble était correctement isolé. Ce qu'on avait identifié, après c'était toute la question j'en ai parlé, des TPE qui pouvaient être non fiables ou non indépendants, l'ignorance de la classe énergétique de son appartement, parce qu'il n'y a pas toujours, on ne sait pas toujours qu'il y a la classe énergétique. Et puis
une question, alors qu'on avait évoqué, qui était une autre, qui n'était pas dans leur décision, mais qui est un autre élément, c'est, ça a été évoqué par un groupe de travail, est-ce que finalement la motivation c'est pas secondaire et qu'il faudrait passer à la réglementation? Ça avait été évoqué par quelqu'un en disant il faut obliger de la rénovation énergétique dès lors que duralement, on ne se pose plus de questions et on passe dans le côté réglementaire. Donc ça c'était des propositions. Voilà un petit peu la synthèse sur cette première étape de ce qu'on avait pu identifier. Maintenant, je pense que c'est Arnaud qui va compléter ou donner son point de vue. Je vais présenter la règle aussi. Bon, bonjour à tous, je vais m'installer là. Hop. Voilà. Donc j'ai préparé un petit support, je ne sais pas s'il sera diffusé après. Parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout balayer. Donc voilà, ça vous aurez la suite à l'issue de la conférence. Donc on va passer à la diapo suivante. Je fais donc partie de l'Agence locale de l'énergie et du climat, la métropole grenobloise, qui est une structure associative qui a été créée par la métro il y a quasiment 20 ans maintenant, voilà, pour essayer d'impulser sur le territoire de la métro une dynamique plus forte en matière de maîtrise de l'énergie au sens large, que ce soit chez les particuliers, mais aussi chez les professionnels qui peuvent être des collectivités, des bailleurs sociaux, des entreprises, même si c'est un peu plus rare pour nous, au travers de travaux qui passent par du conseil, de l'accompagnement, de la formation, de la sensibilisation. Donc aujourd'hui, on est une petite vingtaine de personnes à travailler à la LEC. Et donc on est aujourd'hui situé à Saint-Martin-d'Air avec d'autres collègues qui travaillent sur le reste de l'Isère qui sont dans une structure qui s'appelle l'AGEDEN, et puis Air Rhône-Alpes qui s'occupe de la surveillance de la qualité de l'air. Voilà. Avec un point d'accueil du public qui se situe à cet endroit-là, avec aussi des permanences pour le grand public dans certaines communes de l'agglomération, ou plus loin, pas de métropole, ou plus loin. Voilà pour la LEC. Alors peut-être pour compléter, alors ça va être un peu redondant, complémentaire, je ne sais pas, je vais essayer de respecter le timing. Sur le premier sujet sur lequel on m'a demandé de réagir, on peut passer à la diapo suivante encore. J'ai remis quelques chiffres qui sont issus d'un sondage de 60 millions de consommateurs qui date de 2013, qui montre qu'il y a quand même mais ça on le sait tous, il y a une sorte de prise de conscience du grand public sur les questions d'énergie, qu'on constate d'une part par le fait que voilà, sur les trois premiers chiffres, sur les deux premières lignes, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de Français qui pensent connaître en tout cas leur budget énergie et qui pensent qu'il augmente. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une certaine vigilance et une certaine préoccupation sur ce sujet-là. Donc ça c'est non négligeable. Il y en a à peu près un tiers qui trouvent qu'ils ont des difficultés à trouver la facture d'énergie, ça c'est plutôt lié aux questions de précarité énergétique. Voilà. Et il y en a quasiment 100%, quand on les interroge, qui déclarent qu'ils font attention ou ils vont faire attention à leur consommation d'énergie. Donc on se dit que voilà, normalement, effectivement, tout devrait être facile, sachant qu'il y en a quand même près de la moitié, 43%, qui nous disent qu'ils ont déjà réalisé des travaux dans leur logement qui vont permettre de diminuer leur facture. Après, quelle est la nature de ces travaux, quelle est l'ambition, c'est la question qu'il faut se poser. En tout cas, beaucoup pensent, mine de rien, qu'ils ont déjà fait des choses et que ça va permettre d'économiser de l'énergie dans leur logement. Sachant que, par ailleurs, ça c'est plus sur les questions d'aide financière, il y en a plus des deux tiers qui disent que finalement, effectivement, c'est pas le côté financier qui les a motivés, puisque sans aide, là c'est la question portée sur le crédit d'impôt, sans crédit d'impôt, ils auraient quand même fait des travaux. Donc la logique financière pure, effectivement, on la retrouve là, et on voit qu'elle n'est pas forcément très très présente. Et par contre, et c'est peut-être ça qu'il faudrait effectivement mieux valoriser, la très grande majorité ont trouvé une amélioration significative en termes de suite aux travaux, et près que les trois quarts, même s'ils ne mesurent pas très bien, ont la sensation que leur facteur d'énergie a baissé après les travaux. Donc il y a quand même une vraie satisfaction, a priori, de ceux qui font quelque chose. Donc c'est des choses qu'il faudrait, je pense, effectivement plus mettre en avant et plus valoriser. Donc on a une vraie prise de conscience. Par contre, on a des résultats qui ne sont pas très significatifs finalement, quand on regarde en volume et en termes d'ambition, puisque par rapport à l'objectif de 500 000 rénovations par an, qui est un objectif national qui a été répété, augmenté depuis quelques années,
si on regarde vraiment les rénovations de niveau BBC, qui sont les rénovations qu'on devrait atteindre pour être dans une logique vraiment de facteur 4, et on a à peu près 10 000 qui seront par an. Donc c'est à peine 0,5% du total des rénovations qui sont faites chaque année. Rénovation au sens large du terme, pas que les rénovations énergétiques. Donc finalement, il y a très très peu de rénovations qui vont jusqu'à traiter l'énergie à un niveau suffisant, en tout cas celui qu'il faudra atteindre. Si on élargit un petit peu le panel et qu'on regarde les rénovations qui ont un gain supérieur à 20%, c'est déjà non négligeable, là on est plutôt environ 150 000 logements rénovés par an. J'ai juste précisé dessous, quand on parle de rénovation dans le logement, il faut vraiment dissocier ce qui se passe dans le logement social et dans le logement privé, parce qu'on a des contextes qui sont très différents. Et donc les résultats qui sont très différents aussi. On sait que dans le logement social, il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont prises avec vraiment des réalisations intéressantes, performantes et assez nombreuses. Alors que dans le logement privé, c'est vrai que ça patine beaucoup plus. Et dernier point, j'ai remis un chiffre sur le budget annuel consacré par les Français à l'amélioration de l'habitat, cette fois 40 milliards d'euros par an. Donc on se rend bien compte que parmi ces 40 milliards d'euros, il n'y en a pas beaucoup qui sont consacrés à la rénovation énergétique finalement, alors que les Français mettent de l'argent dans leur logement, mais ils ne le mettent pas dans la rénovation énergétique. On peut avancer encore un cran. Alors parmi les freins au passage à l'acte, donc je vais parfois être un peu redondant avec ce qui a déjà été dit, mais l'idée c'est aussi d'amener des éléments et d'échanger. Nous, il y en a qu'on voit beaucoup, parce que c'est un peu notre rôle de faire de la vulgarisation et de l'information, c'est qu'il y a aujourd'hui une profusion d'informations, à la fois par des canaux très différents, et puis une profusion d'informations qui ne sont pas forcément cohérentes entre elles, ce qui fait que pour le particulier, c'est assez déstabilisant, parce qu'il ne sait pas trop à qui s'adresser et à qui faire confiance. Sachant qu'en plus, il y a une certaine instabilité des informations, puisque les réglementations, les systèmes d'aide et autres évoluent eux-mêmes. Donc au-delà de la complexité du système, il y a la complexité des canaux d'information et puis la confiance que font ou pas les particuliers, c'est la deuxième ligne, font ou pas aux différents acteurs qui interviennent sur ce champ-là. On sait aujourd'hui que quand on parle du champ des professionnels, donc on pense plutôt aux entreprises, on va dire, qui interviennent en termes de travaux de rénovation, il y a plutôt un déficit de confiance sur le sujet de la rénovation énergétique, peut-être de la rénovation au sens large. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup par ce biais-là que les particuliers sont informés. Donc si forcément leur premier interlocuteur, c'est quelqu'un en qui ils ont une confiance modérée, ça ne facilite pas derrière le passage à l'acte. Sachant que j'ai reclassé derrière les acteurs qui sont identifiés comme étant les plus rassurants, on va dire, pour les particuliers. Après, les professionnels, on retrouve l'État, puis les collectivités, puis les ONG, associations, donc c'est rassurant pour nous, qui sont, entre guillemets, mieux perçus en termes de qualité d'information et surtout de neutralité de l'information. Voilà. Le troisième, un autre frein qui est, je pense, le principal aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'envie en fait de rénover son logement. Il n'y a pas de valeur collective en face de ce sujet-là. Aujourd'hui, rénover son bâtiment, ça ne génère rien en termes de reconnaissance, de valorisation, de réseau, de autres. Voilà. Vous avez une piscine, à l'inverse, voilà, ça renvoie une image, pas forcément de bien-être, mais en tout cas une image de réussite, de je ne sais trop quoi, pas la rénovation énergétique. Et ça, c'est vrai que voilà, ce manque de valorisation positive des individus qui font de la rénovation dans la société, c'est un des gros freins aujourd'hui, parce que c'est quand même un des gros moteurs, la reconnaissance et autres. C'est un des gros moteurs actuels, de notre société actuelle. Et aujourd'hui, la rénovation énergétique, elle n'est pas du tout reconnue de cette manière-là. Donc il faut essayer de créer quelque chose autour de ça. Quatrième point, ça a déjà été évoqué, c'est que effectivement, en tant que professionnel et un peu technicien, parfois, on se dit que les particuliers doivent raisonner de manière très comptable. Il y a une opération, des travaux, un coût, des gains d'énergie, des temps de retour. En fait, effectivement, il y a une mauvaise perception, je pense, de la situation. Et c'est vrai que les particuliers, quand on leur parle d'économie d'énergie, ils nous parlent très rarement de temps de retour quand on les voit, parce que finalement, ils ont souvent du mal à se projeter à moyen terme. Et il y a aussi une autre difficulté qui est liée à ça, c'est qu'aujourd'hui, la durée de vie d'occupation
d'un logement, même quand on est propriétaire, c'est soit 8-9 ans, je crois, moins de 10 ans en tout cas. Donc c'est vrai que se projeter sur des travaux qui en plus ont un temps de retour qui va dépasser la dizaine d'années, puisque ces travaux ne sont pas rentables à l'échelle donc ou durée de vie, hein, mais c'est un X, hein, je m'excuse pour la faute d'orthographe. Mais en tout cas, c'est des travaux de rénovation énergétique qui sont majoritairement, en tout cas pour ceux qui sont un peu ambitieux, pas dans des durées de rentabilité qui sont cohérentes avec, voilà, avec les projets des familles et des particuliers. Donc voilà, ça fait partie de pas mal de freins. Je pense que le troisième est quand même un des principaux freins. On peut passer à la diapo suivante. Je n'ai pas été exhaustif, hein, mais bon, voilà, c'est pour donner quelques idées, quelques moteurs et quelques pistes. Alors les moteurs, donc, effectivement, on pense que ce n'est pas la notion d'écologie ni la notion de rentabilité économique qui aujourd'hui est un vrai moteur. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on le ressent. Mais c'est plutôt effectivement le premier, c'est le confort, le bien-être esthétique. Ça, c'est clairement ce qui ressort, en tout cas, dans les sondages quand on voit les gens après travaux. Donc, c'est ce qu'ils mettent en avant, donc c'est ce qu'il faudra bien valoriser. Sur la dimension économique, effectivement, c'est pas trop le temps de retour qui fonctionne, c'est plus la notion de baisse de mensualité, économie d'énergie, plus remboursement d'emprunt ou autre. Ça fonctionne mieux, en tout cas, mieux que le temps de retour. Et puis, dernier sujet qui commence à émerger un petit peu, c'est la valeur patrimoniale. Voilà, peut-être un contexte de l'immobilier qui change un petit peu et qui fait que les biens rénovés sont peut-être un peu mieux appréciés par les personnes et aussi sur le marché au sens monétaire du terme. Alors sur les pistes, moi je pense qu'effectivement il faut coupler à la fois de l'incitation et de la contrainte, de rien. Et l'incitation, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la notion de logique de marque pour vendre la rénovation énergétique, un peu comme ce qui se fait en Grande-Bretagne, qui s'appelle le Green Deal, où vraiment il y a un nom que tout le monde associe à la rénovation énergétique, c'est le Green Deal. En France, rénovation énergétique, c'est Promotelec, RGE, je ne sais pas quoi, il y a 50 noms, on ne sait plus trop comment s'y retrouver, et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait une logique de marque. Alors peut-être que c'est RGE, il faut aller jusqu'au bout de la chose et qu'on retrouve RGE partout, sur les logements, on a pas profusion de labels ou autres, et il faut y associer un marketing positif. Là, comme ça savent très bien le faire, il y a plein de gens qui font du marketing, ceux qui vendent des cuisines, des salles de bain, des piscines, et c'est vrai que ces gens-là, soit ils ne travaillent pas sur le sujet de la rénovation énergétique, soit ils n'ont pas trouvé la bonne idée. En tout cas, il faut peut-être essayer de les questionner un peu plus. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails sur les moments clés de la vie du ménage et autres. Et puis sur la contrainte, ce qui manque aujourd'hui, c'est plus des choses un peu lisibles et claires et confirmées sur le long terme. Donc il y a des choses quand même qui commencent à émerger sur le sujet de la contrainte, mais je pense que les deux sont complémentaires. Donc aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est sorti sur ce qu'on appelle les travaux embarqués, là, sur vous faites un ravallement, vous devez au moins étudier l'isolation et sous condition d'un certain temps de retour, vous êtes obligé de faire une isolation. Il y aurait besoin, je pense, de renforcer la réglementation thermique dans l'existant. Et puis il y a pas mal de choses qui sortent aussi sur la logique d'essayer de faire des réserves, de constituer des réserves de manière obligatoire dans les copropriétés, mais aussi dans les logements individuels, dans les biens individuels, qui pourraient être attachés à la pierre et qui pourraient permettre, une fois le moment venu ou une opportunité de travaux, de financer ces travaux-là beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, où les gens ne constituent pas de réserve pour ce genre de problématique. Voilà, après je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je sais plus. Bon, ça faut s'arrêter, c'est ça. Vous trouverez dans le support quelques éléments sur nous, les réflexions qu'on essaye d'intégrer dans notre activité de conseil et d'accompagnement qui sont liées à comment les gens évoluent dans leur prise de conscience et comment ils arrivent à passer à l'acte. Je peux juste passer, c'est juste pour la montrer. La diapo, hop, pas celle-là, ni celle-là, ni celle d'après, encore celle d'après. Voilà, pour dire que voilà, on a essayé de voir comment dans nos actions on pouvait amener les gens à cheminer entre un moment où le changement, alors que ce soit un changement de comportement ou un changement en termes de travaux, se prépare jusqu'à un stade où le changement a lieu, puis le nouveau comportement est ancré. Il y a différents stades et pour lesquels on n'a pas les mêmes types d'actions à mener. Ça peut être de l'information, ça peut être de la visite de site, ça peut être de l'information très technique, ça peut être du témoignage, ça peut être voilà, des réunions en petit comité. Enfin, il faut trouver des bons leviers au bon moment en fonction d'où en sont les gens en fait, dans leur cheminement intellectuel sur le sujet. Voilà, on peut aller tout à la fin.
Tac, 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 vous pouvez y aller. Ça, vous aurez le détail, ça vous permettra. Voilà, allez-y, allez-y. Ça vous permettra de creuser si ça vous intéresse. Vous pouvez encore y aller. Hop, encore. Encore. Y aller. Voilà, encore. Et encore. Hop, encore une. Voilà. Pour revenir, hop, encore une arrière. Non, c'est un autre côté. Enfin, encore une, voilà. Donc ce que je voulais juste dire pour finir, c'est que voilà, au-delà de l'information collective dont on est aujourd'hui pas mal abreuvé dans les médias, les réunions publiques et autres, et qui n'est pas toujours cohérente, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment aller passer avec logique plus d'informations individuelles, personnalisées, et puis il va falloir quand même aller au-delà de l'information et faire plus de l'accompagnement individuel. Donc là, il y a quand même des outils aujourd'hui qui existent, qui sont plutôt intéressants, avec les nouvelles technologies et autres, où on peut personnaliser des choses. Il y a aussi de l'humain avec des personnes qui doivent conseiller, accompagner, informer, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Par contre, ça demande effectivement pas mal de moyens à mobiliser, mais c'est seulement, je pense, si on fait cela, qu'on y arrivera. Voilà. J'ai bien un petit dernier schéma pour dire que voilà, même si c'était compliqué, il ne fallait pas se décourager, que ça devrait petit à petit voilà, un peu mieux fonctionner. Je vous remercie. Sur cette première étape, est-ce que vous avez une ou deux questions? C'est vrai que les questions viendront peut-être plus avec oui. Oui, il est très intéressant dans vos sondages de constater que le confort est très vite ressenti, alors qu'en fait, il y a une économie qui n'est pas excessive, puisqu'elle semble être inférieure à 20%, je ne sais pas. Et ma question, c'est que tous ces chiffres qu'on donne, comment on les calcule, qu'est-ce qu'on en sait, où ça va gagner, on est dans le flou complet. Et le confort, il n'est pas toujours corrélé à un chiffre. Et les sondages sont clairs là-dedans. Oui. Surtout que par exemple là, j'ai mis un sondage national, mais les quelques retours qu'on a de l'opération Murmure, dont je parle un petit peu tout à l'heure aussi, c'est la même chose. En fait, on se rend compte que les gens, en termes d'économie de charge, ils pensent qu'ils ont économisé, mais ils ne sont pas trop sûrs. Par contre, le confort, c'est quelque chose, 80-90%, je crois, que ce soit l'hiver ou l'été, qui ressort comme étant en amélioration significative, quoi. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai que c'est difficile à faire percevoir, si ce n'est d'inviter quelqu'un pour venir témoigner dans une assemblée générale de copropriété, ce qu'on essaye de faire, pas forcément aller, mais on va dire des réunions, qu'on appelle de mobilisation par les pairs, de Bologne. C'est pas des choses qu'on peut facilement expliquer ou faire ressentir, ça c'est très très clair, quoi. Ça, je suis d'accord avec vous. Si ce n'est au travers de témoignages, ou, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Après, il faudrait pouvoir aller faire des visites, amener beaucoup de monde dans des visites. Quand vous allez, alors là je vais aller encore plus loin, mais vous allez visiter des bâtiments passifs ou des choses comme ça, vous vous rendez bien compte qu'en termes de confort ressenti, c'est très 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 agréable, quoi. Même avec une température de l'air qui est plus faible que celle qu'on a dans la majorité de nos bâtiments, quoi. Mais ça, je suis d'accord avec vous, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution idéale là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai que l'économie de charge, qu'on a en premier en tête quand on veut essayer de mobiliser les gens, finalement on se rend compte que c'est pas du tout ça qui retiennent assez rapidement, et que c'est pas pour ça qu'ils votent pour ou contre. En tout cas. J'ai un petit détail, j'ai appris qu'en fait pour être enregistré il fallait qu'on ait le micro. Donc madame, si vous voulez absolument que votre question soit enregistrée, je crois que le micro par la suite n'est écran. Jean-Marie. Un point de détail, mais qui me paraît important pour comprendre ce qui se passe. Vous avez parlé de 150 000 logements rénovés BBC par an. Mais quelle est la tendance depuis 2010, quelle est la pente? J'ai dû dire 10 000. C'est 10 000 plutôt, mais bon. Pardon, excusez-moi, non, mais oui, 250 000. C'est 10 000 rénovés BBC et 150 000 partiellement. C'est le 150 000 qui m'intéresse. Oui, alors j'ai pas de chiffre du tout en tête. Ce que j'ai en tête, c'est ce que j'ai retenu des derniers chiffres que j'ai vu il y a quelques temps, c'est qu'il doit y avoir une légère progression, mais qui n'est pas très significative aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai en tête. Après, s'il y en a qui ont des chiffres très précis, je suis preneur, parce que peut-être qu'ils seront plus fiables que mon souvenir, mais voilà, c'est ce que j'ai en tête. On n'est pas passé de 50 000 à 150 000, en tout cas en rénovation partielle, en 3 ans, très clairement. Bien, si vous permettez, on va passer à l'étape d'après. Donc, merci beaucoup. On se reverra avec Arnaud Second, puisqu'il intervient 3 fois. Alors, merci. Pardon, donc là, je rends la parole à Pierre-Henri Grenier pour la deuxième étape de l'arbre que nous présentons. Donc,
on est dans le collectif.